Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas posté, je m'excuse déjà parce que de base je devais vraiment poster 2 fois par semaine, mais j'ai eu beaucoup de choses à faire. J'avais des rendez-vous à l'hôpital, etc. Je suis tombée un petit peu malade, comme vous pouvez l'entendre, je suis encore un petit peu malade, mais c'est pas grave, ça va pas m'arrêter, je vais tourner en fait, parce que j'ai vu qu'il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont commenté ma dernière vidéo, etc. Donc là on se retrouve pour la partie 2, c'est-à-dire l'après-greffe. Donc premièrement je vais vous expliquer à peu près le processus, c'est-à-dire que moi en 2019 on m'a dit que je devais me faire greffer parce que ma santé ça n'allait plus, j'avais douleur sur douleur et il n'y avait rien qui fonctionnait. Du coup les médecins voulaient tenter la greffe de moelle osseuse. Et à partir de ce moment-là, on cherche donc un donneur. Donc pour faire une greffe, il faut un donneur bien évidemment. Et généralement pour les greffes de moelle osseuse, c'est les frères et sœurs parce que du coup ils sont généralement compatibles à 100%. Pour moi ce n'était pas le cas. Ma mère du coup était la donneuse et elle était compatible seulement à 50%. Du coup on appelle ça une greffe haplo-identique. Ensuite, une fois qu'on a trouvé un donneur ou une donneuse, faut pas oublier, c'est un point à ne pas négliger, on a la cryoconservation. C'est quand on prend tes ovocytes pour les congeler pour une utilisation future. Parce que comme tu vas te faire greffer de la moelle osseuse, tu auras recours à la chimiothérapie. Et du coup, pour éviter au cas où dans le futur tu veux des enfants ou autre, on va protéger ta fertilité. Après, à savoir, c'est que dans ce cas-là, vu que c'est une petite, on va dire, entre guillemets, chimiothérapie, c'est pas tout le temps irréversible. C'est-à-dire que parfois, ça ne touche pas ta fertilité et parfois, ça la touche. Mais au moins, la cryoconservation, ça permet d'avoir un plan de secours au cas où. Du coup, une fois que tout ça est fait, que vous avez fait votre cryoconservation, vous avez fait les rendez-vous chez les médecins, les chirurgiens, que vous avez discuté, parlé longuement, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps de mettre en place une greffe de moelle osseuse. C'est pas quelque chose d'anodin. Et surtout, quand c'est une greffe haplo-identique où la donneuse est compatible qu'à 50% dans mon cas, il fallait vraiment rien laisser à la chance. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout calculé, quoi. Et à partir de ce moment-là, donc ça nous a pris 1 an, je vous ai dit, en 2019 on l'a dit. Et c'était qu'en septembre 2020 que j'ai été hospitalisée pour faire ma greffe. On arrive donc en septembre 2020 où je me fais hospitaliser. Et à partir de ce moment-là, on a la chimiothérapie. Et la chimiothérapie, c'était vraiment difficile. Franchement, force à tous ceux qui passent par des chimiothérapies parce que vraiment, c'est horrible. Mais quand je vous dis horrible, je crois que vous imaginez même pas. Et moi, je l'ai eu que pendant 1 semaine, mais j'imagine même pas ceux qui l'ont pendant des mois et des mois. C'est vraiment très dur à vivre. Mais bon, pour pouvoir tuer tes cellules, il te faut une chimiothérapie. Donc, je vous mets la définition juste là à côté que vous puissiez lire. Et une fois que ça s'était fait, en fait, on m'avait dit au préalable que c'était pas sûr que mes cheveux tombent parce que j'ai une petite chimiothérapie. Du coup, j'avais hyper espoir que mes cheveux y restent. Je me suis dit, mes cheveux que je fais grandir depuis toute petite là, jamais la vie ils vont me lâcher, jamais la vie ils vont tomber, c'est pas grave et tout et tout. Et du coup, un conseil que j'ai à donner pour tous ceux qui vont traverser des chimiothérapies, qu'elles soient petites ou non, raser vos cheveux au préalable, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que quand je suis rentrée en chambre isolée, donc c'est une chambre qui est stérilisée où vraiment il n'y a pas beaucoup d'aller-retour. Déjà on peut pas la partager et en plus de ça, toute personne qui rentre dans cette chambre, elles ont des masques, des gants, vraiment des tenues du futur parce que du coup tu es vraiment très faible, ton système immunitaire, en fait t'en as plus. Tes cellules elles sont mortes donc tu es faible et il faut pas que les personnes puissent te refiler quelconque microbe. Vraiment ça pourrait être très dangereux. Mes frères et sœurs n'avaient pas le droit de venir et mes parents quand ils venaient me voir ils étaient aussi sous masque, etc. Enfin vraiment tenue du futur. Donc je suis rentrée dans cette chambre stérile et quelques jours après je me réveille et je vois mes cheveux
ils sont à côté de moi. Mais genre pas à côté de moi par terre. Donc mes cheveux sont tombés durant la nuit et franchement c'était horrible, genre vraiment tu passais la main dans tes cheveux, ça partait, ça tombait comme ça. Moi je voyais ça que dans les films et c'est vraiment horrible à vivre et pas facile. Du coup c'est pour ça que je vous conseille de raser parce que après dans le futur ça laisse En fait c'est traumatisant parce que quand mes cheveux ils sont repoussés, le matin je me réveillais, je voulais être sûre qu'ils soient sur ma tête, enfin bref. Vraiment, rasez vos cheveux avant de faire une chimiothérapie. Faites pas comme moi, faites pas les têtus comme moi. Parce que après, c'est pire en fait. Donc bon, mes cheveux sont tombés. Et du coup, bah là, c'était le moment de faire la greffe en fait, tout simplement. Donc pour la greffe, ils ont prélevé donc chez ma maman. Ils sont venus, donc ils m'ont injecté. En fait, j'avais un cathéter, il me semble, donc ils m'ont injecté dans mon cathéter et après, il faut que ça se mette en moi. Et ça avait pris à peu près 6 à 8 heures, il me semble. Et une fois que c'est fait, en fait, là, faut attendre. Faut attendre, pourquoi? Parce que faut voir si ton corps va accepter les nouvelles cellules qu'on lui met. Et ça, voilà, c'est déjà quelque chose. Et en plus de ça, une fois que ton corps accepte les cellules qu'on lui met, il faut que ton corps lui-même commence à produire de nouvelles cellules. Et du coup, c'est là où tout va se jouer. C'est quand ta moelle osseuse va devoir produire elle-même de nouvelles cellules sanguines. Et ça peut prendre 2 à 6 semaines. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis restée très longtemps à l'hôpital. Je suis restée de septembre à fin novembre. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est un processus long. J'ai pris beaucoup de temps. Les médecins avaient peur vu que c'était une greffe haploïdentique. J'ai aussi eu quelques réactions. Je vous montrerai quelques photos de moi à l'hôpital. Et en fait, d'ailleurs, pendant ce temps où j'étais à l'hôpital, j'avais vraiment du mal à me filmer parce que je me trouvais tellement moche, mais même plus que moche. Genre, j'avais l'impression de ressembler au monstre de Frankenstein. J'arrivais plus à me voir. Vous voyez, c'était vraiment plus de cheveux sur la tête, la perte de poids. Ah oui, ça on n'en parle pas. Je vous ai même pas parlé de ma perte de poids pendant cette greffe. Elle était immense parce que du coup, après la greffe, il y a des choses que tu peux plus manger. En fait, tu as des repas spéciaux. Des repas spéciaux, excuse-moi. Tu as des repas spéciaux et tu peux plus manger tout quoi. Il faut savoir que de base, le jeudi à l'hôpital, le jeudi c'était McDo. Et moi, j'avais plus droit au McDo. Donc déjà, même le jeudi, c'était pas un jour de consolation pour moi parce que j'avais plus droit au McDo. Il faut savoir que quand t'es greffé, pendant 1 an, il y a beaucoup de nourriture auquel t'as plus droit. Donc j'avais plus droit au McDo du coup du jeudi à l'hôpital. Je pouvais pas manger tout ce qui était crudité, je pouvais pas manger le saucisson sec, je pouvais pas manger... je me rappelle plus de tout, mais j'avais énormément de restrictions et je n'avais plus la faim. En fait... bah voilà, t'as eu chimiothérapie, tu te fais greffer, etc. La faim, je l'avais plus. Jusqu'à, ils essayaient de me faire manger par le nez en me mettant des liquides pour pouvoir stabiliser mon poids en fait. Parce que j'avais besoin quand même de nourriture dans mon corps. Mais on me l'injectait parce que j'arrivais plus à manger. Je mangeais vraiment très peu. Et voilà. Je vais pas vous mentir, le processus de la greffe, il est long et il est douloureux. Il est long émotionnellement, mais physiquement aussi, tu te sens faible tout le temps. Donc voilà, c'est dur. Après, ça vaut le coup, oui, parce que du coup, tu n'as plus la drépanocytose. Mais on est obligé de passer par là et je vous avoue que c'est pas facile. C'est pas facile. Dieu merci, aujourd'hui, j'en suis là, mais... pensez pas qu'une greffe c'est comme ça. Après que tout se soit stabilisé chez moi, que ça a mieux, donc j'ai réussi vers la fin à manger un peu mieux, etc. Ma mère qui me promettait de me faire les meilleurs plats dès que je sors de l'hôpital, etc. Enfin bref, vraiment ça s'est quand même bien passé au final. Et
Du coup, ils ont mis en place, j'ai eu un kinésithérapeute pour pouvoir retrouver ma force musculaire, vu que j'étais restée longtemps à l'hôpital. J'ai eu une diabéticienne pour qu'elle me dise qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger, faire très attention. Par exemple, je sais qu'il y a un fruit, ils ont insisté dessus, le fait que je devais jamais en manger, c'était le pamplemousse. Bon, ils avaient de la chance, j'aimais pas ça, mais genre vraiment... le pamplemousse, on peut pas manger ça après la greffe. Et également les agrumes, du coup ça va de soi, hein, donc le Schweppes agrumes, moi j'aime trop ça, mais je ne pouvais plus en boire. Donc voilà, il y avait plein de petites restrictions comme ça. Et du coup j'ai réussi à rentrer chez moi. Enfin, libération. Et il faut savoir que cette greffe, elle était d'autant plus difficile parce qu'on était en plein Covid-19, les gars. On était en plein Covid. C'est-à-dire que moi, je ne devais pas rentrer en contact avec quelqu'un qui a le Covid. C'était pas possible. Parce que on m'avait fait une chimiothérapie, on m'avait tué mes cellules. Je ne pouvais pas attraper. Et les hôpitaux, ils étaient bondés, ils grouillaient de personnes qui avaient le Covid. Même moi, pendant que j'étais à l'hôpital en train de me faire greffer, je sais que ma mère a attrapé le Covid pendant que j'étais à l'hôpital, donc elle ne pouvait pas me voir. Ça m'a aussi impacté, ça t'impacte psychologiquement parce que du coup, vu que ma mère a le Covid, mon père est en contact avec elle, il ne pouvait pas venir non plus. Donc ça veut dire qu'il n'y avait personne pour venir me voir à l'hôpital. Je vous ai dit, les frères et sœurs, ils n'avaient pas le droit. Les copines, elles n'avaient pas le droit. Donc j'étais vraiment toute seule, genre c'était trop difficile et je voyais dehors il y avait tout le monde qui paniquait, enfin les infos etc, que les hôpitaux saturaient, faut faire attention, pas que les infirmières tombent malades, pas qu'on m'approche, pas que je chope des bactéries, tout ça c'était aussi un stress de plus en fait. Pour cette greffe, je remercie l'hôpital de Strasbourg-Haute-Pierre parce qu'ils ont non seulement des médecins au top, mais aussi des infirmières au top. Franchement, même si je vais pas vous mentir, c'était difficile pour moi psychologiquement, ils étaient là pour moi, ils essayaient toujours de me remonter le moral, essayaient toujours de me dire Azilise, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux manger, peut-être qu'on peut t'apporter, quelque chose que tu veux faire, est-ce que, vous voyez, toujours essayer de me remonter le moral parce qu'elle voyait que ça n'allait pas. Et ça, c'est quand même un gros point, vraiment un gros point. Et je vous assure que c'est parce que tout le monde croyait en moi, au fait que je pouvais guérir, que en fait je m'accrochais à ça. Je me disais, Azilise, tu te dois de guérir, Azilise, tu dois guérir. Tu dois guérir, tu dois t'accrocher, même si c'est difficile. Continue, ne pleure pas, avance. C'est ça, et en fait c'était ce qu'il y avait de plus dur, vraiment c'était juste de garder son mental. Parce que quand le physique il va pas, il y a que le mental qui pèse. Et je vous ai dit, garder le mental quand tu as la drépanocytose, quand tu essayes de guérir dans la drépanocytose, c'est difficile. Mais il faut garder le mental. Et évidemment, prier, parler à Dieu. Vraiment, il n'y avait que moi et Dieu dans cette chambre. Il n'y avait que Dieu et moi dans cette chambre. Je parlais tout le temps, je priais tout le temps et voilà. Quand je suis sortie, c'était donc en plein hiver. En Alsace, il fait super froid. Et du coup, bah, je restais tout le temps chez moi parce qu'en fait, je pouvais pas être en contact avec les autres. Je sais qu'au début, ma mère ne voulait pas que les copines elles viennent. Elle voulait vraiment que j'attende que mon système immunitaire reprenne de la force, sachant que j'avais plus aucun vaccin, etc. Mais j'ai quand même une ou deux copines qui sont venues. Elles portaient des masques et elles étaient à distance de moi pour qu'on puisse voilà, parler, rigoler un petit peu parce que voilà, c'était difficile de rester tout le temps toute seule en fait. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas mal de sport chez le kiné. Toujours en portant un masque, etc. Je faisais vraiment kiné maison. Parce que c'était les seuls deux endroits où je pouvais réellement aller. Oui, à savoir, j'ai dû lâcher mes études parce que c'était plus possible niveau santé, etc. Avec tout ce que j'avais à faire, je pouvais pas me permettre d'aller à la fac. Et en plus, avec la greffe qui arrivait, je pouvais pas me réinscrire parce que j'allais faire 4 mois sans aller à la fac. Après, il y a eu la perte de poids. J'ai dû regagner beaucoup de poids quand j'étais chez moi parce que voilà, c'est pas bien. J'étais pas bien, même physiquement, c'était pas joli à voir. Donc j'ai dû regagner du poids. D'ailleurs,
D'ailleurs, par rapport à ma prise de poids, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo spécialement pour ça? Dites-moi dans les commentaires parce que je peux aussi vous faire une vidéo sur comment j'ai pris du poids. Donc dites-moi. Et après la greffe, donc 1 an après la greffe, faut savoir que j'étais suivie constamment à l'hôpital. Toutes les semaines, je devais aller à l'hôpital. Toutes les semaines au début, après toutes les 2 semaines, après toutes les 3 semaines, après chaque mois. Bref, j'avais vraiment un suivi régulier. Je vous ai dit, il laissait rien à la chance. Et du coup, j'ai eu aussi quelques complications, évidemment, sinon c'est pas drôle. 1 an plus tard, 1 an après la greffe, je vous ai dit que je n'avais pas tous mes vaccins et que mes vaccins étaient refaits, mais crescendo. Donc voilà, séparés parce que je ne peux pas refaire tous mes vaccins d'un coup. Et malheureusement, 1 an après la greffe, j'ai failli mourir encore. Donc j'ai attrapé ce qu'on appelle une méningite. Donc je vais vous lire ce que c'est. La méningite est une inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Elle résulte généralement d'une infection. En fait, les dangers de la greffe, c'est qu'on est plus vulnérable face aux infections. C'est-à-dire qu'on peut les attraper beaucoup plus rapidement, etc. En plus, là, j'avais pas tous mes vaccins de fait. Donc, voilà. J'ai attrapé une méningite. Et une méningite, tu peux clairement en mourir. Donc, j'ai été en réanimation. Je vous explique ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'étais chez moi, c'était en plein mois de décembre, j'étais chez moi tranquillement. Et en fait, j'ai commencé à avoir mal partout dans mon corps, en fait comme des courbatures, mais genre j'avais trop mal. J'arrivais pas à me lever de mon lit et tout, j'étais pas bien. On avait peur que ça soit une crise de douleur, genre trop bizarre, trop bizarre. Tu t'es fait greffer, tu peux plus avoir de crise de douleur. Et du coup, j'ai pris des médicaments et en fait, j'arrivais pas à voir la lumière. Genre la lumière du jour, ça me faisait mal. Ma mère, elle devait baisser les volets et tout. Et en fait, apparemment, la nuit, j'ai complètement halluciné. Je m'en suis pris aux membres de ma famille, genre, enfin, pris. C'est un grand mot, mais apparemment, je disais que mes ennemis étaient à mes trousses. Genre là, je vous raconte ce que ma mère, elle disait, hein. Mes ennemis sont à mes trousses. On veut ma mort, on veut ma mort, on veut ma mort. Faut qu'on parte, faut qu'on parte. Bref, genre apparemment j'étais en train d'halluciner, etc. Du coup mes parents ils ont eu peur, ils ont directement appelé les ambulanciers qui sont venus me chercher. Et en fait apparemment je perdais connaissance, etc. Et ils m'ont du coup directement amenée en réanimation. Et donc j'ai été diagnostiquée et j'ai eu une méningite. J'ai dû faire 3 semaines à l'hôpital. C'est quand même super grave. Franchement j'étais choquée. En fait, en plus d'être choquée, j'étais vraiment en mode mais c'est donc jamais fini? Encore, toujours plus. Déjà je sors de la drépanocytose, je me dis ok, je vais vers la santé, et là une méningite encore. Et en plus de ça, les gars, vous me connaissez maintenant, on se connaît maintenant. Moi je suis très chanceuse, j'ai pas eu une méningite, j'en ai eu 2. J'ai eu 2 méningites, une en décembre et une en avril. C'était énorme. Et les conséquences de la méningite, elles peuvent être aussi énormes. Vous savez que vos articulations, elles peuvent être bloquées, etc. Il y a certaines choses que, à cause de la méningite, je peux plus faire. Quelque chose que je peux faire depuis la méningite, je vais vous montrer. Enfin, c'est un petit truc, mais pour moi, genre, j'ai trouvé ça trop bizarre. Mes doigts, je peux plus les passer au-dessus des autres. Genre, avant, j'arrivais, et maintenant, je peux plus. Genre, j'arrive plus à passer mes doigts au-dessus des autres. Et ça, c'est des conséquences de la méningite. Du coup, les médecins ont vraiment paniqué. Ils se sont dit, mais Azilise, t'as pas de chance, c'est pas possible. Parce que, je vous rappelle vraiment mon parcours. Donc, drépanocytose, hémorragie cérébrale, AVC, on est d'accord, coma, et après, du coup, bref, et ensuite, méningite. Genre, vraiment, mais quand ça s'arrête? Vraiment, quand ça s'arrête? Donc en tout dans ma vie, j'ai failli mourir 3 fois. C'est quand même énorme. 3 fois de 17 à 21 ans. C'est quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve. Ça va. On va se calmer maintenant. Maintenant on va rester tranquille. Néanmoins, j'ai été réellement bien suivie. Donc je ne suis pas à plaindre
pour cela, mais faites attention. C'est pas parce que vous êtes greffé que tout est acquis. Faites vraiment attention, prenez soin de vous. La santé, c'est important. Maintenant, je me permets de parler, maintenant je me permets de dire que tout va bien. Pourquoi? Parce que je suis passée de rendez-vous toutes les semaines à l'hôpital à une fois par an. Parce que ma santé, ça va mieux, parce que je vais mieux. Donc, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, vous finirez par voir le bout du tunnel. Mais vraiment, accrochez-vous parce qu'il faut vraiment réellement un mental. Faut un mental. Quand tu es malade, il faut un mental. Parce que quand ton physique lâche, il n'y a vraiment que ton mental qui joue. Et pour ma part, je le dis pas parce que je veux... me mettre au-dessus des autres ou quoi, mais j'ai vraiment un mental de fou malade. Pour ce qui m'est arrivé, j'ai un mental énorme et je vous souhaite à tous aussi de l'avoir. Si ma vidéo peut vous donner vraiment la force d'aller puiser dans votre mental, je suis vraiment ravie. Et que je puisse aussi toucher des gens impactés par rapport à cette maladie qui est la drépanocytose, qui m'a bouffé toute ma vie, qui m'a bouffé 21 ans de ma vie. Donc, c'est trop important pour moi. Sur cette chaîne YouTube, évidemment, je ne vais pas que parler de drépanocytose. Je vais aussi donner beaucoup de conseils sur la confiance en soi, sur comment avoir un mental, sur vraiment, on va parler de tout sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des vidéos que vous voulez que je fasse, que je réponde à des questions, etc., n'hésitez pas. D'ailleurs, très important, sur mon Instagram, je vais laisser un petit questionnaire, comme ça vous pourrez laisser vos questions et je pourrai y répondre en vidéo YouTube. Parce que je sais qu'après mes vidéos, généralement, vous avez beaucoup de questions. Donc, allez sur Instagram, vous les posez et comme ça, moi, en vidéo YouTube, je réponds à toutes ces questions. Et si vous n'avez pas d'Instagram, pas de panique, sous cette vidéo ou sous mon autre vidéo, vous laissez toutes vos questions et moi, je vais faire une vidéo de réponse à toutes ces questions également. Donc voilà, c'était mon parcours. J'espère que ça aurait pu vous aider à comprendre un peu mieux les tenants et aboutissants de cette maladie. Et surtout, je vais poster d'autres vidéos. Donc soyez à l'affût tous les dimanches à 18h30. Et suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram, pour qu'on soit encore plus connectés ensemble. Voilà, bisous, je vous aime.